Si comme moi vous jouez aux jeux vidéo, vous avez sûrement remarqué qu'on nous donne toujours quelque chose à faire. Aller dans un donjon, tuer un monstre, toucher sa récompense et recommencer. Dans le jargon, on appelle ça une quête. Mais d'où elles viennent ces quêtes? Et à quoi elles servent? Ah, il y a un petit bout de parchemin là-bas. Ouais, ça c'est la carte du donjon. Reviens, revenez. Ouh. Ça, là, tu t'énerves là. Là, je retrouve ma skill de quand j'avais 10 ans. Ouais, là, t'as la carte qui vient d'apparaître et le truc en rouge, c'est là où il y a le méchant qui tient le morceau de la Triforce, mais il faut que j'aille récupérer l'arme d'abord. Mais c'est une carte là-haut, ok, je viens de comprendre. Je ne veux pas mourir. On est sur Zelda. Donc un jeu mythique sorti en 1986. Qu'est-ce qui te rappelle ce jeu C'était un des tout premiers vrais jeux entre guillemets que j'ai eu. Et j'ai mis des mois et des mois et des mois à le finir. Et ce qui était rigolo, c'est que à l'époque, il fallait discuter avec tes copains dans la cour de récré pour savoir où étaient les donjons, où étaient les trucs à trouver. Parce que t'étais pas aidé, quoi. T'étais vraiment pas pris par la main. Là, je meurs bien aussi. Est-ce que justement c'est un modèle emblématique au niveau de la quête? La quête, elle est vraiment archétypale dans Zelda parce que c'est le héros qui va sauver le royaume, il faut aller sauver la princesse. C'est un modèle que tout le monde comprend tout de suite. La quête, à la base, le motif narratif, c'est aller chercher quelque chose. Fréquemment, il y a une idée de voyage derrière. C'est aller chercher quelque chose ou un pouvoir. Et c'est un motif qui est aussi ancien que les mythologies qu'on retrouve partout. On le retrouve chez Homère, évidemment, avec l'Odyssée, le fait de rentrer chez soi. Il y a des tas d'étapes de voyage. Et la plus ancienne œuvre écrite de l'humanité, qui est Gilgamesh, est déjà des histoires de quête. Quasiment tout le temps, c'est le destin qui va choisir ses personnages. Oui, fréquemment, les personnages qui sont les acteurs de la quête qui vont sauver le monde ont été désignés par le destin, par les dieux. Ça, c'est vraiment le motif mythologique. Dans le cadre d'un jeu vidéo, ça fonctionne hyper bien parce que le joueur, il se trouve dans la peau de l'élu, dans l'élu du destin. C'est quand même vachement sympa. Réveille-toi. On met souvent en relation la notion de quête avec l'univers de la fantasy, l'heroic fantasy, qu'on peut notamment retrouver en littérature. Le genre fantasy, en général, on le place avec Le Seigneur des Anneaux, avec Tolkien, même s'il y a des précurseurs. C'est un genre qui apparaît au XXe siècle, mais qui a des racines dans les plus anciennes mythologies de l'histoire, donc forcément, le motif de quête va être omniprésent. Et dans Le Seigneur des Anneaux, qui est l'œuvre emblématique de la fantasy, c'est évidemment présent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien avec le jeu de rôle aussi? Le jeu de rôle emblématique, c'est Donjons et Dragons. Tout de suite, la couleur est posée, c'est de la fantaisie. Et le jeu de rôle descend de l'envie de ses créateurs de retrouver la sensation des grands récits épiques, notamment du Seigneur des Anneaux, autour d'une table, entre amis, et de vivre l'aventure. De ne plus simplement être spectateur et véritablement le vivre. Ce qui est la racine du jeu vidéo aussi, où on est acteur. Le jeu vidéo se nourrit du jeu de rôle, qui s'est nourri de la littérature, et en retour, jeu vidéo et jeu de rôle influencent la littérature. Il faut que je chope la clé, mais là il faut que je fasse attention avec les mains. Point magique de Bixby. Ah mais elle passe à travers les murs. Et voilà le méchant! Mon Dieu! C'est un dragon. C'est une espèce de space licorne en fait. Ouais, c'est ouais, j'avoue en fait. Non, je ne veux pas mourir. Oh, comment je t'ai dodgé. Oh là là. Voilà. Et là j'ai plus de vie. Yes, un quart de plus. Et je vais récupérer le fragment de la Triforce, le premier. Force et honneur. GG. Plus que 8. Là, on était sur Zelda, un des jeux fondateurs du style RPG dans le jeu vidéo. Là, on va un peu avancer dans le temps et aller sur un jeu beaucoup plus récent où il y a toujours cette notion de sauver une jeune femme, cette notion de quête, mais où il va y avoir quelques différences qu'on va voir ensemble. On est sur The Witcher 3. Qui est un jeu où on va incarner Geralt, qui est une sorte d'homme, chasseur, sorcier, un peu tout mélangé, à la recherche de sa fille adoptive qui s'appelle Ciri.
est décliné d'une série de romans de fantasy écrits par Andrzej Sapkowski. Et ce qui est intéressant avec Sapkowski, c'est qu'on a vraiment un démarquage vis-à-vis des codes de la fantasy. On n'est plus dans une lutte très binaire entre le bien et le mal. Avec The Witcher, le bien et le mal sont présents en parts égales quasiment chez tout le monde. Geralt lui-même, parfois, a recours à des méthodes qu'on pourrait peut-être qualifier de discutables. En tout cas, c'est pas un héros tout propre sur lui. Oui, contrairement, si on prend l'exemple de Tolkien, contrairement à Fredon, qui lui est le petit innocent, tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre ces deux personnages. Tout à fait. I'm glad you're with me. La quête de Geralt, ça va être de retrouver sa fille Ciri. Pour ça, il va rencontrer un baron qui s'appelle le baron sanglant, qui lui a des informations. Mais comme d'habitude dans les RPG, on va nous demander de faire quelque chose. Là, il va nous demander de retrouver sa femme et sa fille. Et pour ça, on va aller voir un chaman qui va pouvoir nous donner des infos. Mais lui aussi, il va falloir retrouver un truc pour lui et on va devoir retrouver sa chèvre. Ça, c'est un grand classique de mécanique de gameplay dans les RPG, c'est il faut aller retrouver un truc pour retrouver un autre, pour retrouver un autre. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les chaînes de quêtes. Et ça donne l'impression que le monde vit véritablement autour de lui. Et donc qu'on a un impact sur le monde, et c'est quand même bien l'intérêt du jeu vidéo. Je me fight. Alors j'ai entendu la petite chèvre qui a bêlé. Elle doit pas être très loin, mais vu qu'il y a des loups, je pense que ça va être un peu la galère. Ah. Un sixième sens qui s'appelle détecter chèvre, donc. Oui, c'est ça. Étiquette, je veux dire, princesse. Oh la pauvre. La chèvre s'appelle princesse, c'est ça. Il se moque un peu quand même de la notion justement de sauver la princesse. Cours, sa bête. Il fait, je crois, à peu près 7 écrivains. Un écrivain pour chaque quête. Ça prend à peu près, on va dire, 4 ans, 4-5 ans pour les écrivains. Les quêtes secondaires, c'était vraiment, je crois, cette idée de passer du temps sur les personnages. Ce sera pas seulement quelqu'un qui va nous demander d'aller tuer 10 loups, c'est quelqu'un qui va nous demander de tuer 10 loups, mais il y a une raison. Et on va se demander pourquoi. Et on va être intéressé non seulement au personnage, mais à cette histoire. C'est beaucoup plus qu'une princesse à la fin, c'est plus d'informations sur le monde et à la fin de compte, c'est totalement optionnel. Si quelqu'un veut vraiment tout voir, il faut vraiment y jouer 3-4 fois. Dans cette quête secondaire, on va incarner l'objet même de notre quête, de la quête de Geralt, qui est Ciri. La clé de toute narration, c'est évidemment susciter l'intérêt, et on suscite l'intérêt à travers l'implication et le mystère. Et du coup, donner aux joueurs, aux spectateurs, aux lecteurs, une forme de recul en montrant un autre point de vue, l'implique parce qu'il en sait davantage que les personnages qu'il joue, et ce qui est forcément extrêmement intéressant et impliquant et motivant. Là, on voit Ciri qui se bat avec beaucoup de talent, aussi bien que Geralt. On voit que ce n'est pas qu'une princesse en détresse. C'est pas juste la princesse qui attend dans son château qu'on vienne la délivrer. Et pour moi, c'est une représentation très intéressante pour donner de la profondeur à la quête et à la narration et au personnage en lui-même. Okay, what we're gonna do, guys, is we're gonna sit 10K off a target, we're gonna blap it really quick, and then we're gonna warp to the run spot. Does that make sense? Yep. Outstanding. Okay, stand by. Evenline, c'est un MMORPG, donc ça va être un jeu qui va se jouer en multijoueur, qui se passe dans un futur très lointain, 21 000 ans après notre ère. Donc on a largement colonisé la galaxie et on va devoir évoluer dans cet univers spatial. C'est vraiment très beau. C'est forcé de faire battre le cœur de tout fan de SF qui se respecte. Il y a des tas d'histoires incroyables et passionnantes entre les différentes corporations gérées par les joueurs. Des histoires d'espionnage, de contre-espionnage, de retournement de situation qui parfois se construisent sur des mois, voire des années.
Et c'est incroyable. Calling any convoy Angel 7 Crown survivors. C'est un jeu où on n'a pas explicitement une quête. On va pas avoir vraiment quelque chose qui est marqué en disant vous devez faire ça. Est-ce que ça en fait un jeu avec moins d'intérêt? Pas du tout. Ça veut dire que les objectifs du jeu ne sont pas dictés en soi par le jeu. Mais ça veut absolument pas dire que le joueur ne peut pas se fixer des objectifs et que donc il ne peut pas tracer son propre cheminement, ce qu'il a envie de faire dans Eve. Et à partir du moment où il n'y a pas d'histoire véritablement dans laquelle s'insérer, c'est humain, mécaniquement, la personne va s'en créer une, je pense. Ouais, donc c'est l'imaginaire du joueur qui finalement va prendre le dessus sur le fait qu'il n'y a pas réellement de quête explicite. On donne aux joueurs tout un immense bac à sable. Voici l'univers dans lequel tu es, voici le background, comme on disait tout à l'heure, et va, vis et deviens, fais quelque chose, décide de ce que tu veux faire, décide de ta quête, décide de ton histoire. Est-ce que c'est un parallèle qu'on va pouvoir faire avec la littérature? Dans la littérature aussi, une bonne narration va en donner juste assez pour que le lecteur s'approprie le récit. On dit fréquemment que l'auteur n'écrit que 50% du livre. Parce que les 50 autres %, c'est le lecteur qui va les projeter sur l'histoire, qui va se l'approprier et qui va se faire la sienne. Il faut savoir que Eve, c'est quand même un jeu qui a battu énormément de records et qui est assez connu pour une histoire précise où 1500 joueurs se sont réunis simultanément afin d'attaquer un point névralgique du jeu. C'était un peu les anarchistes du jeu parce qu'ils voulaient littéralement plomber et détruire l'économie. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le metagame autour de Eve, où il y a des véritables opérations d'espionnage, de prise de pouvoir, qui peuvent impliquer des dizaines, des centaines, voire effectivement, comme dans une bataille, des milliers de joueurs. On peut avoir des situations très tendues entre corporations. Et c'est passionnant à suivre, que ça ait réussi ou pas. Et quel que soit le côté où on se trouve, là je pense que chaque joueur qui a participé à ça se dit qu'il a vécu une expérience unique. J'imagine chaque joueur derrière son ordi et son écran faisant Star Wars à la maison, quoi. Avec chacun sa petite histoire, parce que finalement c'est une quête collective, mais chacun a un petit peu sa propre quête aussi en faisant ça. Chacun vit la chose différemment, avec un but peut-être un peu différent, personnellement parlant, quoi. On a vu ces 3 jeux qui nous ont présenté différentes façons d'aborder la quête. Est-ce que la quête, elle est indispensable aux jeux vidéo? Ça dépend comment on la définit. Si on prend la quête comme un but, tout jeu a forcément un but. À la base, c'est la victoire. En fait, la quête n'est pas tellement celle des personnages, celle de l'histoire, même si on apprécie une bonne histoire quand elle nous est racontée. À mon sens, la quête la plus intéressante, c'est le cheminement du joueur qui utilise le but, la victoire, ce qu'il doit accomplir, finalement comme un prétexte et comme un artifice pour vivre une expérience. Et pour moi, la quête, le cœur de la quête, c'est l'expérience littéraire, cinématographique, ludique, etc.